Bonsoir à tous. Donc, nous sommes, merci à tous d'être présents nombreux. Nous sommes ce soir à un événement dans autour de l'entrepreneuriat, dont l'origine est le projet ULAB. ULAB est un projet européen qui réunit... je ne vais pas trop déflorer le sujet de Jean-Pierre, il vous parlera de ULAB, mais il se trouve que ULAB, le partenaire français de ce projet qui réunit ces 5 universités importantes en Europe, le partenaire français était ParisTech, et ParisTech portait plus particulièrement le Work Package qui concernait l'entrepreneuriat. Donc ce que font les universités en Europe et en France et les institutions académiques en matière de soutien à l'entrepreneuriat, d'incitation des étudiants à devenir entrepreneurs, à développer des projets entrepreneuriaux, c'était, et comment impulser un mouvement dans ce domaine, c'était le sujet de ce projet européen. Et ce soir, on a l'occasion de parler de ces sujets. Mon rôle va se limiter à passer la parole et à mesurer le temps de chacun pour qu'on ne finisse pas trop tard. Et sans plus attendre, je demande donc à Jean-Pierre Broyat, ici présent, de nous développer ce qu'était le projet ULAB, puisqu'il se termine, et quels sont ses principaux résultats. Jean-Pierre, à toi. Je suis Jean-Pierre Broyat, je suis à ParisTech et donc j'étais impliqué dans ce projet ULAB. ULAB, qu'est-ce que c'est? C'est l'acronyme de European Laboratory for Modeling the Technical Research University of Tomorrow. Bon, pour vous situer un peu, il faut savoir qu'au niveau de l'Europe, il y a des actions de recherche qui sont menées dans le cadre de ce qu'on appelle le programme cadre. Et actuellement, on est en fin de vie du 7e programme cadre. Et ce projet ULAB s'insère directement dans des réflexions, des actions menées au sein de ce 7e programme cadre. Alors, l'originalité de ce projet, c'est un projet de réflexion et qui n'implique pas des équipes de recherche, comme d'habitude, qu'elles soient du secteur privé ou du secteur public. Mais là, c'était plutôt un engagement d'institutions participantes à réfléchir sur la problématique de l'organisation de la recherche dans des universités, pour la plupart orientées technologiques. Alors, le projet a commencé le 1er janvier 2011 et il va s'achever le 31 décembre de cette année. Donc, 2 années de travail qui ont réuni 5 partenaires, désolé, qui ont réuni 5 partenaires académiques. Le projet a été coordonné par l'Université Polytechnique de Madrid et un associé Politecnico d'Ippolito de Turin, l'ATUM, l'Université technologique de Munich, Oxford University et ParisTech. Alors ces 5 universités ont pris, il y a eu un programme de travail organisé autour de 5 grosses thématiques dont les intitulés se trouvent sous les noms des partenaires. Donc Politecnico de Turin s'occupait d'organiser les réflexions en matière d'organisation, gestion du management de la recherche dans le groupe. L'ATUM s'est préoccupé de tout ce qui avait trait en démarche de valorisation. Oxford s'est préoccupé de tout ce que l'on qualifie en anglais de outreach, et en français on n'a pas un terme équivalent aussi riche, mais c'est plutôt la communication et sensibilisation, je dirais, vis-à-vis de tous les acteurs. Et enfin, ParisTech a pris le leadership des réflexions en matière d'entrepreneuriat. Alors, ULAB, grosso modo, sur chacune de ces problématiques, a été organisée en 2 grands types d'activités. D'abord, l'identification et l'échange de bonnes pratiques, et ensuite, l'expérimentation entre les partenaires d'activités innovantes sur les problématiques fléchées par ULAB. Alors, l'objectif global qui avait été annoncé dès le départ dans le cahier des charges que l'on s'était défini, c'était qu'il paraissait intéressant que les milieux académiques s'ouvrent dans leur réflexion sur l'organisation de la recherche. Et l'ouverture, cela signifiait travailler en réseau et non plus travailler sous la forme d'une entité, quelle que soit cette entité. Et les 2 exemples les plus marquants que l'on a pu observer au niveau des échanges sont venus d'une part de Oxford et de l'ATUM, qui par elles-mêmes sont déjà quand même des universités conséquentes dans le paysage
universitaires et technologiques et des échanges, et qui ont accepté de jouer le jeu et de pratiquer sur certains volets, de faire connaître ce qu'elle faisait auprès des autres partenaires, dont ParisTech, et d'expérimenter aussi avec les autres partenaires ce qu'on peut qualifier des bonnes pratiques. Alors là, c'est le schéma d'organisation du programme de travail sur chacun des work packages, recherche, valorisation, entrepreneuriat, outreach, les différentes phases de vie du projet. Donc la phase 1, l'échange de ce que chacun identifiait comme bonne pratique au sein de son établissement. Après, le développement d'une phase pilote et enfin, en phase 3, les recommandations. Ça fait l'objet d'un livre blanc qui devrait être publié dès la semaine prochaine. Alors, à titre d'exemple, je ne vais pas vous parler de l'entrepreneuriat, parce que ça va être abordé pendant tout le reste de la soirée. C'est plutôt les réflexions qui ont été développées au niveau des fonctions support en matière de recherche. Comment s'organisent les universités, comment devraient s'organiser des universités qui veulent pratiquer une recherche d'excellence. Donc, la phase 1, ça a été l'identification de bonnes pratiques sur les problématiques de stratégie de définition de recherche au sein des établissements partenaires, les actions développées au sein des fonctions support, de diverses fonctions support, telles que les bureaux Europe, les bureaux de recherche de fundraising, de financement, la promotion, comment c'est organisé la promotion de la recherche, l'organisation des services administratifs, des services juridiques, des services financiers. Et enfin, troisième type de réflexion, l'organisation des réflexions en matière des ressources humaines impliquées dans les actions de recherche, que ce soit sur le plan de carrière, en matière d'éducation, en matière de mobilité et d'internalisation. Alors, bref, les bonnes pratiques, là, vous voyez, on a été un peu plus loin, on a essayé de cibler, caractériser au niveau de chacun des partenaires les structures qui, a priori, étaient les plus, je dirais, les plus ouvertes et les plus innovantes en matière sur les secteurs identifiés. Alors, les conclusions, grosso modo, c'est la définition de priorités stratégiques, la réduction, ce qui est apparu au cours des discussions, des échanges qui ont eu lieu entre les différents partenaires, c'est que grosso modo, la fragmentation, c'est quelque chose qui est presque inhérent à tout système académique et il faut à tout prix, dans l'organisation de la recherche, que les institutions réduisent cette fragmentation innée au sein de leur structure. Développer les actions, des initiatives communes et modéliser les relations entre les universités, ça c'est aussi un point qui est apparu, c'est que bon, c'est vrai, il vaut mieux travailler à plusieurs que travailler tout seul dans son coin. Il faut prêter aussi une attention particulière sur les aspects horizontaux qui ne sont pas forcément pris en conséquence par les institutions universitaires, et notamment celles qui concernent le management des ressources humaines, donc les fonctions support, etc. etc. L'internalisation, ça fait partie, quand on prétend être une université, une institution d'excellence, l'internalisation est un passage obligé. La reconnaissance de l'excellence ne peut se faire que par l'affichage à l'international des capacités que l'on a à développer non seulement de la formation, de la recherche, mais aussi l'organisation de ces deux fonctions. Et en fin de compte, prendre bénéfice de l'organisation sous la forme de consortium, ça c'est vrai que, y compris les meilleurs des meilleurs, travaillent maintenant au sein de consortiums. Sur la valorisation, on a développé à peu près le même type de réflexion. Je suis dans les temps encore, bon. Et donc la valorisation, c'est vraiment l'identification des résultats, le développement, les moyens et la sensibilisation qui est apportée auprès de tous les acteurs, qui relèvent de la recherche en direct ou des étudiants, les modalités qui sont mises en œuvre, les fonctions support qui sont mises en œuvre, comment on peut maintenir une interaction forte entre différentes fonctions support pour optimiser la protection des résultats, le tout bien entendu avec une finalité économique et dans la valorisation de ces résultats. Quels sont les moyens qui sont mis en œuvre aussi pour exploiter, vendre, commercialiser
les résultats. Ça a été... on a regardé ce qui se passait dans chacune des universités, des structures, des institutions participantes, et pour voir quelles étaient les meilleures pistes à suivre. Et enfin aussi, le poids important, comment se doter de fonctions support en matière de négociation pour les contrats de licence. Alors, ce qui est apparu aussi, c'est que dans ces réflexions sur la valorisation, une des actions qui était à prendre en compte, c'était la participation commune d'institutions académiques à leur représentation au sein de salons technologiques. Et là, vous avez un exemple, vous avez sur ce transparent, un exemple des salons auxquels ont participé conjointement plusieurs équipes dépendant de ULAB. Donc que ce soit sur le secteur de l'énergie ou l'environnement, que ce soit sur les nanos et nanotechnologies. Alors ce qu'il en a résulté de tous ces travaux, c'est que, la valorisation c'était quelque chose qui est incontournable dans le paysage académique, parce que ça contribue à créer des emplois et de la croissance, que cette valorisation passe forcément par une phase de professionnalisation à tous les niveaux, que ce soit dans les fonctions support, et y compris au niveau des personnes intéressées, qu'elles soient estudiantines ou qu'elles relèvent du corps professoral, qu'il y a nécessité de développer des formations en matière de présentation des résultats auprès de publics qui sont autres que ceux d'académiques. Je passe sur l'entrepreneuriat. Vous allez avoir dans la suite de cette soirée toutes les informations résultant des réflexions de ULAB. Sur la dernière, en matière de sensibilisation et dissémination auprès du grand public, là, il y a eu des choses qui ont été faites, et notamment l'organisation d'un concours au niveau de l'Europe qui a permis de récompenser 3 initiatives qui sont développées actuellement en Europe par des structures universitaires pour capter et sensibiliser les juniors, mais pas seulement les juniors, toute la population de manière générale aux enjeux des technologies. Je passe, voilà, et pour terminer, donc la semaine prochaine, il y a une rétrocession de l'ensemble des résultats de ULAB à Bruxelles, avec un certain nombre de participants qui relèvent à la fois des services de la Commission ou de services, je dirais, qui s'intéressent au transfert de technologies, à la recherche et l'innovation dans le cadre européen. Voilà, j'en ai terminé. Merci Jean-Pierre. Donc vous avez compris de ce bref paysage que l'intérêt majeur d'un projet comme celui-là, c'était la confrontation, le benchmarking entre institutions notoires en Europe. Et en particulier, nous sommes saisis, moi j'ai oublié de dire que je m'appelle Armand Lévy, je fais de Télécom Paris-Tech, nous sommes saisis de cette proposition de projet, de cette opportunité de rentrer dans ce projet, justement pour ces questions de benchmarking.